Bonjour Laurent, et merci d'avoir accepté mon invitation une nouvelle fois. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Merci évidemment de cette invitation, c'est toujours un plaisir. Super, alors depuis la fois passée, on va essayer d'y améliorer un petit peu l'image et surtout le son. Il y avait un petit écho de ton côté, normalement ça devrait aller. Aussi on va se tutoyer, puis c'est ce qu'on fait dans le chat. Et j'ai préparé plusieurs questions qui concernent un sujet qui intéresse, je pense, tous nos followers. Ça concerne la vie en Russie. J'avais préparé deux grandes questions, mais en fait, vu une actualité en Belgique, je voulais te faire réagir, si tu veux bien, et comparer à ce qui se passerait en Russie. Je ne sais pas si tu as vu qu'un père de famille a été condamné à 17 ans de prison parce qu'il a tabassé à mort son voisin qui a avoué avoir des activités pédophiles avec son fils. Et donc, ça fait évidemment une grosse polémique dans le pays, puisque cet homme n'est pas juste un violent qui n'a pas été voir la justice, il a porté plainte plusieurs fois. La plainte a été reçue. Il a eu la visite de la police. Le policier lui a dit que si c'était lui, il mettrait directement les menottes au voisin, puisqu'il connaissait ses activités. Mais un magistrat lui interdisait. Et un jour, le pédophile est venu dans la maison et il a avoué avoir des activités, des jeux secrets. Mais c'était très explicite dans l'échange avec son fils et l'homme s'est énervé. Il l'a frappé à mort. Donc je voudrais éventuellement ta réaction personnelle et voir comment ça se passerait en Russie s'il y avait un tel cas de figure selon toi. Ah, c'est une question compliquée. Enfin, j'ai écrit pas mal de choses ces derniers temps sur le sujet des pédocriminels. Et puis ça secoue la France, comme tu sais, très violemment. L'affaire Liana, il y a pas longtemps, quelque part, ressemble à ce que tu me racontes, même si évidemment là, on n'a pas eu de voisin qui est venu tabasser à mort ce pédophile. Évidemment, faire justice soi-même, c'est pas la meilleure solution, hein, il faut le condamner. Mais remarquons que je remarque que, comme en France, la justice paraît complètement incompétente, lente, parce que dans l'un et l'autre cas, je remarque que des plaintes avaient été posées, des signalements que ces hommes étaient connus, et les drames. De toute façon, dans les deux cas, il y a deux morts. Bon, bien sûr, on préfère que ce soit le pédophile, évidemment, hein, on va pas se mentir. En Russie, écoute, comme partout, évidemment, dans tous les pays du monde, hein, la pédophilie est un fléau. Cependant, ici, comment te dire, le système carcéral et le système judiciaire est beaucoup plus sévère. Et c'est quand même une bonne chose. Il y a d'ailleurs trois niveaux. Il y a un niveau supplémentaire qui n'existe pas en Russie, enfin, en Occident. Je vais expliquer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un système de colonie pénitentiaire qui est en plus. Alors qu'est-ce que c'est? Si tu veux, tous les petits délinquants sont envoyés dans ces colonies pour les rassembler et en fait pas les mettre en contact avec des criminels bien sûr beaucoup plus violents, de sang, justement des pédophiles, des violeurs, des assassins, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est un niveau qui, à mon avis, est intéressant. Déjà parce qu'ils sont sous un régime qui est quand même différent. Par contre, évidemment, le niveau carcéral, les prisons russes ne sont pas, comment dire, des clubs de vacances. Ça, c'est connu, hein. Enfin, c'est pas le Il y but a en eu pas même mal temps. de ah oui, il y a eu pas mal de reportages en Occident pour condamner ce système comme trop violent. C'est vrai qu'ils sont quand même, voilà, c'est un système qui est dur. Les prisonniers, en plus, les peines sont beaucoup plus lourdes qu'en Occident. Et les prisonniers sont pas à la fête. Je veux pas dire, on n'est pas du tout hein, dans le système du goulag d'autrefois, de travail forcé, etc. Hein. Mais quand même, les conditions sont beaucoup plus dures. Les établissements sont aussi c'est un peu généralisé d'ailleurs dans le monde européen, même en Russie, les établissements sont un peu obsolètes, vieillots, etc. Cependant, évidemment, c'est peut-être pas la priorité de la Russie là maintenant. Bien sûr, bon, il y avait beaucoup de prisonniers, mais avec la guerre, ils ont été pas mal recrutés et toujours jusqu'à présent. Donc en fait, ils payent leurs dettes. Je trouve ça bien, c'est d'ailleurs. Le choix, c'est voilà, tu vas combattre pour la Russie pour laver ta dette ou tu restes dans ta prison. Bon, voilà. Pour la Belgique, écoute, mon sentiment, c'est que les mâles sont partagés, les mêmes effets. Donc, je sais pas, je connais mal, évidemment, le système judiciaire belge. Cependant, je pense qu'il ressemble pas mal à celui qu'on a en France. C'est une caste, comme on le sait. Je pense que c'est la même chose, une caste qui
endogames, de gens de pouvoir qui sont suffisants, souvent. Et on remarque, je me souviens de l'affaire Dutroux, hein, qui a défrayé la chronique en long, en large et travers, on se souvient de tout ça, où la justice avait été montrée du doigt, hein, très, très clairement. En France, c'est la même chose dans beaucoup d'affaires. En tout cas, ce que je remarque, c'est que pour la Belgique ou la France, on a une dégradation assez sévère quand même de cette justice et par rapport à des standards qui sont considérés comme progressistes, démocratiques, etc., le bien-être, même des prisonniers. Bon, je dis pas qu'il faut évidemment qu'ils soient torturés. Bon, le bagne de Cayenne, c'est loin. Mais cependant, on remarque quand même que il y a ici aussi une dérive. Il faut penser aux victimes. Et puis, comme tu sais, je pense que c'est le même cas en Belgique. En plus, les peines ne sont jamais accomplies avec des systèmes de remise qui sont scandaleux. Et puis, je connais pas la prescription, la date, enfin la durée de prescription en Belgique, mais c'est un grand débat en France, évidemment, parce que beaucoup de crimes, en fait, ne sont pas jugés quelque part à cause de la prescription. Ça a un peu changé, mais c'est très, 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 très lent. En Je fait, pense que voilà, ce que je voilà. voulais savoir vraiment, enfin, peut-être que tu peux pas répondre, mais est-ce que en Russie, il aurait été possible qu'après de multiples plaintes d'une personne qui avait déjà été condamnée pour pédophilie, qui avait interdiction de fréquenter des mineurs, on n'est quand même pas sur quelqu'un qui était inconnu des services de police, qui manifestement enfreint toutes les règles, en homme agi selon lui par légitime défense, d'accord, il n'y avait peut-être pas urgence sur le moment, donc il y a une discussion là-dessus. Est-ce qu'il aurait pu prendre une panne aussi lourde? Et aussi, avant ça, est-ce que la justice russe, est-ce qu'elle aurait pu ne pas réagir de cette façon-là, avec une personne déjà suivie, plusieurs plaintes, aucune réaction? Ou bien est-ce qu'en Russie, tu t'attends qu'il y ait une réaction plus rapide, plus efficace de la police, de la justice par rapport à un tel individu? Et en cas de légitime défense, est-ce qu'il y aurait peut-être plus de circonstances atténuantes? Je suis d'accord avec toi, la justice doit pas se faire soi-même, mais bon, il avait quand même de très bonnes excuses. 17 ans, c'est une peine très lourde, alors qu'en violeur, il prend 2 ou 3 ans, quoi. C'est ça. Alors en Russie, pour faire plus vite, eh bien, ça serait pas arrivé, je pense, parce que la police, la justice est très réactive, dans tous les cas. Je remarque, en tout cas dans les condamnations, par exemple, je suis les condamnations, des criminels de guerre, qui sont jugés, par la Russie, il y en a de nombreux. Ça va assez vite, hein. Alors qu'en France, on a toujours et en Belgique, toujours, voilà. Non, ça aurait pas eu lieu parce que, les plaintes auraient tout de suite fait réagir, la police. C'est la grande différence. Cette police est très active, alors elle est condamnée comme étant en Europe, ils parlent d'une police, d'une dictature, etc. Ça n'existe pas, hein. En plus, la police est très respectée, la justice est très efficace. Et de ce côté-là, ils ont hérité quelque part du système soviétique qui n'était pas mauvais. On réagit très vite et les peines sont lourdes. Et ici, il n'y a pas. Alors bien sûr, il y a les avocats, etc. Hein, il y a une défense, mais en tout cas, non. Je pense pas que ça a pu arriver Voilà, en c'était vraiment Russie ça qui du m'intéressait tout. de savoir. Et alors, au niveau de la légitime défense, pour comparer, je prends volontairement des pays très différents de l'Europe, hein, mais il y a deux cas de figure que je connais. J'en ai parlé en Colombie où j'ai passé 15 mois il n'y a pas longtemps, et ils m'ont dit non, si une personne comme ça est clairement criminelle et te menace et que tu te défends, eh bien, il est très probable que même si tu le tues, tu n'iras même pas en prison. Bon, c'est peut-être une autre extrême, hein, donc voilà, ça c'est un cas de figure. Et alors un autre cas de figure que je connais bien d'Afrique de l'Est, en particulier en Tanzanie, où la justice me semble pas la pire, ni la meilleure, mais les populations locales sont très soudées, ce qu'on retrouve pas du tout évidemment en Belgique et en France, et c'était une autre question que j'aurais pu d'ailleurs poser en Russie, est-ce qu'il y a un sentiment un petit peu de groupe, pas du collectivisme au sens du communisme, mais une sorte d'appartenance à un village, etc., une communauté. S'il y a un criminel comme ça dans un village, et là j'ai vécu un cas en direct dans un village où je vivais, en pédophile, euh, reconnu par tous, admis par le chef du village, mais le chef du village disait qu'il n'avait pas les moyens de l'arrêter, pas de preuves suffisantes, etc. Enfin, à la politicienne. Et en fait, il a été tué, et tout le village s'est accusé. Ils ont dit c'est nous. Et donc ils ont pu arrêter personne, parce que il n'y a forcément pas de témoignage qui va accuser un individu, puisque tout le village, ils ont pris ensemble la décision de se débarrasser de ce pédophile récidiviste. Il a violé plusieurs jeunes femmes, des adolescentes, et pas moyen de le faire arrêter, ben ils l'ont tué, quoi. Et la justice n'a pas pu agir, même si elle avait voulu, je ne sais pas si elle voulait, mais parce que, bon, comme ça, elle s'est débarrassée du problème, mais tout simplement, il aurait pu arrêter personne, ou alors il fallait arrêter tout le village, quoi.
Je pense que en Russie, bon, la société est très différente. Déjà parce qu'il y a plus de 120 peuples, il y en a eu plus de 200 du temps de l'URSS, donc c'est vraiment une société multi-ethnique. C'est un pays immense, donc avec beaucoup de différences entre, par exemple, le Caucase, l'Extrême-Orient, Certainement, le oui. Grand Nord, etc. Donc c'est très vaste. Donc il y a autant de cultures, de religions aussi. Mais je pense que comment dire, le seuil de tolérance de la population par rapport justement aux criminels est bien plus bas. Et il y a cette espèce, comment dire, de solidarité qui existe quand même. Pas ce que tu décris de l'Afrique de l'Est, mais qui est quand même bien présente dans les communautés. Alors, Moscou, c'est Moscou, les grandes villes, ok. Mais dans les provinces, oui, bien sûr, les gens se connaissent. Je l'ai vu dans le Donbass, je l'ai vu dans d'autres régions, dans l'Oural. Il y a effectivement un phénomène de solidarité. Et en tout cas, je pense que il faut comprendre aussi qu'il y a, par exemple, des commissariats de quartier, par exemple à Moscou. Et moi, par exemple, j'ai été visité en 2011. C'était une dame, une grand-mère, qui m'avait pas dénoncé, mais signalé en disant, si un étranger, peut-être qu'il a pas de papier en règle, Ah ouais. et la police m'avait visité. Mais je trouve ça bien en fin de compte, parce que quelque part, moi j'étais en règle, ça s'est très bien passé. Il est venu passer, mais il était très tard, il était 11 heures du soir. Ah ouais. Donc au début, oh T'as ouais, dû j'étais très surpris, hein. très surpris, très très surpris. On est allé au commissariat, il a vérifié mes papiers, il m'a donné sa carte, il m'a dit pas de problème, tout va bien. Mais donc ça prouve cet incident-là que les gens font attention. Et aussi, il y a quelque chose de très important qui n'existe quasiment plus en France et en Belgique, c'est le concierge. Moi, dans mon immeuble, j'ai un concierge. Et ce concierge, eh bien, c'est le gardien avec son épouse. On les paye, donc on se cotise entre tous les gens de l'immeuble. Et c'est une protection supplémentaire. Donc il y a des yeux et qui sont pas malveillants, mais qui font leur devoir de citoyen. Donc c'est une grande différence par Ah rapport bah oui. à chez nous. Très bien, oui. Eh bien, justement, bon, la première question que je voulais te poser concerne plutôt les personnes qui envisageraient d'aller vivre en Russie. Alors, j'en ai déjà parlé avec Alexandre Stefanesco. Mon but n'est pas de faire une redite ou simplement d'avoir une nuance de ce que tu dis. Je sais que sur beaucoup de points, tu es d'accord avec lui. C'est plutôt pour avoir des informations complémentaires. Et donc, je voudrais aborder avec toi une question un peu subtile, je dirais. C'est que, bon, je t'apprends rien en te disant que, en Occident en tout cas, tu me diras si en Russie c'est le cas aussi, on fait facilement des amalgames. Et donc, euh, on va catégoriser les personnes parce qu'elles ne sont pas d'accord sur un point ou deux, et on va extrapoler ces points de vue sur d'autres sujets. En gros, il y a les gens de gauche, les progressistes, woke, etc. Et donc ceux-là, on les met tous dans le même panier. Puis alors, il y a les droites, réactionnaires, patriotiques. Comme si on pouvait pas être patriote et de gauche. Enfin, je veux dire, on pourrait être de tout, mais les gens font facilement des catégories et des amalgames. Et donc, moi, je me demandais, prenons le cas de personnes d'Europe occidentale qui fuient ce dont on vient de parler avec cette justice devenue folle, où finalement c'est les victimes qu'on persécute. Et le wokisme, bon, je te fais pas une description du wokisme, d'ailleurs j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, je les mettrai à l'écran pour ceux qui veulent voir et la définition, et pourquoi je suis violemment contre. Tout ça est très bien expliqué. Je sais que les Russes sont conscients de ça, puisqu'ils ont leur fameux visa idéologique pour les pays dits ennemis ou je ne sais plus, hostiles, je Hostile. crois. Voilà, hostiles, Mhm. qui permet d'aller en Russie. Donc on a envie de fuir le wokisme et cette justice folle et plein d'autres choses d'Occident. On vient en Russie, mais c'est pas pour ça que on est d'accord sur toutes là où les cultures russes que l'on va rencontrer. Alors je vais te donner un exemple très concret. Il y a un amalgame qui est fait, et que je rejette personnellement, entre cette gauche progressiste, woke, et tout ce qui est, on va dire, écologie. On en avait un petit peu parlé dans la vidéo qu'on avait fait ensemble précédemment. Moi, tu sais, je suis plutôt écologiste, pas dans le sens politique, hein, je soutiens pas Jadot ou Tondelier, on est bien d'accord, mais dans le sens respecter le vivant, la nature, la biodiversité, etc. Or, l'impression que j'ai vue de loin en Russie, c'est que c'est côté écologie, etc., c'est pas très développé. Est-ce que, bon, on va prendre l'exemple de moi, même si je vais pas en Russie demain, est-ce qu'en arrivant en Russie, ça pourrait faire un problème, disons mes positions, ces positions écologiques, etc., est-ce que ça serait être mal perçu en Russie? Est-ce qu'en fait je me trompe et il y a quand même un côté écologique qui se développe, respect de la nature en Russie, etc. Est-ce que tu peux un petit peu développer? Je pense en fait que la société russe est très différente de la nôtre et qu'ils perçoivent la chose de manière très différente et la vivent de façon très différente.
L'écologie politique existe en Russie hein, depuis pas si longtemps quand même, D'accord. puisque comme on sait, l'URSS a chuté en début 92, donc cette vie multipartique est finalement assez récente. Ouais. Mais ils font, je pense, une grande différence entre ce que tu as décrit, c'est-à-dire l'écologie selon sa propre vision du monde, et puis l'écologie politique, qui est autre chose. Cette écologie politique, c'est vraiment un phénomène occidental, allemand, français, etc. Ici, on voit pas la chose de la même façon. Par rapport à l'écologie, ils ont comment dire, une éducation qui est très différente de la nôtre, bien qu'ils aient fait des gros efforts. Je vais donner un exemple. Ouais. Dans mon couloir d'immeuble, il n'y a pas d'horodateur, donc la lumière est en permanence allumée. Et dans mon couloir, il y a une partie où je peux éteindre. Donc je l'éteins systématiquement. Ouais. Et ma voisine la rallume souvent systématiquement. Et il y avait eu cette conversation avec elle. Je lui dis, mais voilà, c'est de l'énergie cela a un coût, c'est aussi le futur de nos enfants, etc. Et elle comprenait pas. Pourquoi? Parce que on est dans un pays immense où les ressources paraissent illimitées. Donc, pour une bonne partie d'une frange de la population qui n'est pas trop éduquée, je vis dans un quartier populaire avec des gens qui sont assez modestes, eh bien, on n'a pas cette, comment dire, cette culture-là. Donc, mais après, je pense que c'est aussi, ça sera la conclusion, un luxe de riche, l'écologie, entre guillemets. Je dis pas qu'il faut pas l'être dans ses réactions. Moi, par exemple, je fais le tri de mes ordures, mais c'est arrivé assez tardivement, vers 2013-2014, et on a vu arriver dans les parcs ces poubelles de tri. Ah ouais. Mais je sais que c'est très récent. Il y a une relation qui est très différente, et puis tout ça est présent dans les villes. Par exemple, on ne peut pas fumer dans les parcs, etc. Là, ça fait déjà un bon moment aussi, à peu près la même époque. D'accord. C'est très respecté, et il y a une police des parcs ici. Donc ça, c'est intéressant parce que cette police qui est donc dans certains parcs gigantesques, eh bien, veille justement à ces questions-là. Et du coup, il y a des zones qui sont, enfin, Moscou est très propre, et il y a une vraie citoyenneté, plus enfin, qui induit l'écologie aussi, hein. Dans les provinces, évidemment, c'est un peu différent. Ils ont parfois une relation assez héritée, peut-être aussi d'un je m'en foutisme, de cette période un peu dure de l'écroulement de l'URSS. Et donc, on voit qu'il y a un certain laxisme. On peut trouver, comme en France ou en Belgique, des ordures sur le bord de la route ou des choses comme ça. Il y a toujours des gens, évidemment, qui sont, comment dire, qui s'en foutent. On peut dire le mot assez grossièrement. Mais leur vision de l'écologie est très très différente. Et pour répondre à ta question, je pense pas que ça poserait de problème. Et par Moi, par exemple, avec exemple, ta voisine sur la lumière, est-ce que c'est devenu conflictuel ou tu en as parlé en toute tranquillité ou comment ça s'est passé? non, un jour on en a parlé. C'est toujours ma voisine. Elle vient de l'Azerbaïdjan, donc encore une autre culture, hein, très très différente. Et puis c'est l'Asie centrale, et finalement, elle rallume plus la lumière. Ah ouais. Et, Et ça n'a pas fait de conflit et entre donc, vous? non, parce que, en fait, de l'autre côté, je pense que comme la moitié du corridor est éclairée de manière permanente, bon, elle s'est dit, voilà, pour lui faire plaisir, je vais pas rallumer la lumière dans cette deuxième partie. Moi, de toute façon, je vois clair. Et là, c'est beaucoup plus apaisé, bien qu'il puisse y avoir des conflits. Ça m'est arrivé, comme d'autres, avec des gens dans la rue, mais c'est très rare. Et les gens sont plutôt arrangeants. Puis surtout, encore, il faut comprendre, il y a le concierge. C'est une sorte de, comment dire, de relais entre tous les voisins. Et ça, c'est super important. Et moi, j'étais, comment dire, c'est pas que j'étais opposé à ce concierge, mais je comprenais pas l'utilité. Maintenant, je pourrais pas m'en passer. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'il fait un relais entre tout le monde et il connaît tout le monde. Et donc, c'est beaucoup plus apaisé. Et il y a un syndic. Alors moi, j'en fais pas partie parce que je suis pas propriétaire de l'appartement. Mais les gens se connaissent, se parlent et s'entraident aussi. Ça, c'est assez flagrant. Mais puisque tu Par parles de exemple, je la vais de... propreté de Moscou et des déchets qu'on peut Mhm. trouver peut-être dans des zones plus rurales, c'est justement au point que je voulais soulever, c'est le problème des déchets plastiques. Et je fais une Mhm. parenthèse, tu dis que l'écologie est peut-être une idéologie un peu pour les riches. Je suis pas vraiment d'accord parce que ça dépend justement quelle écologie, mais je vais te donner deux exemples. Par exemple, acheter de l'eau
en bouteille. Alors si l'eau du robinet est potable, la question se pose pas. Ça coûte beaucoup moins cher en grands contenants réutilisables, en tout cas dans la plupart des pays du monde, que dans petites bouteilles. Donc, Bien sûr. se préoccuper dans ce cas-là du déchet plastique, c'est même moins cher. Donc certainement pas en souci de riche. Et un autre problème, c'est, tu parles des déchets plastiques, dans certaines régions, ça devient un problème pour cultiver. Or, les cultivateurs dans beaucoup de pays du monde, c'est pas les plus riches. Quand ils se retrouvent avec plein de plastique dans la terre, c'est un problème. Et jeter les plastiques à un endroit correct, bon, c'est encore mieux d'en utiliser moins d'ailleurs, ça ne coûte rien. Donc c'est pas toujours une préoccupation de riche. Donc, ça c'est une parenthèse. Mais justement à propos de ces plastiques, ben, moi quand je suis sur le terrain, je suis quelqu'un, bah, je suppose que ça se voit, je parle facilement, etc. Donc si quelque chose me dérange, je le dis aussi. C'est aussi pour ça que je pose la question par rapport à la réaction que pourraient avoir les Russes. Et j'ai des réactions très différentes. En Ouganda, même aux Philippines, où là c'est un peu entre les deux, mais soit, j'ai déjà plusieurs fois fait des remarques à des personnes qui jettent carrément leurs bouteilles en plastique, par exemple par la fenêtre d'un minibus. Eh bien, aux Philippines, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une réaction très positive des gens. Tout le monde m'a dit, t'as raison. Et c'était un jeune qui a fait ça, et je lui ai dit, mais t'as un beau pays, en fait tu fais du mal à ton pays, alors que c'est ton avenir, c'est vraiment, c'est stupide, et en plus il y a une poubelle, quoi. Et les gens m'ont dit, ouais, c'est bien de lui avoir dit, t'as raison, et tout. Et le gars, il était super gêné, je crois qu'il va y penser. Par contre, en Indonésie, qui est un pays quasiment voisin des Philippines, quand j'essaye ça, les gens ils disent, va te faire foutre, c'est pas ton pays, que ça peut te foutre, quoi. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu quelle serait la réaction des Russes si, en étranger en plus, ça permettait de dire, bon, je sais pas, peut-être que ça n'arrive pas, mais si je vois, que ce soit à Moscou ou à l'étranger, je vois un type qui boit sa bouteille d'eau et qui la jette, je lui dis, mais enfin, c'est con, quoi. Comment il réagirait à ton avis? Ici, de la même façon qu'aux Philippines. Mais aussi, je le vois dans le métro, par exemple, il y a des jeunes qui croisent leurs jambes. Et en fait, ils gênent le passage, ou il y en a qui écoutent leur téléphone sur des films, etc., de manière sans des écouteurs. Et moi, ça m'est arrivé de prendre position, et les gens sont comme aux Philippines, ils vont prendre position pour toi, même s'ils comprennent avec ton accent que t'es pas d'ici, et ils vont réagir. Mais c'est quand même plutôt rare. Et c'est plutôt effectivement une jeune génération. Bon, c'est un peu un phénomène généralisé, Oui, hein, oui, tout à fait, oui. un, un peu plus égoïste, plus mondialisé, etc., qu'on a aussi ici, hein. Mais je pense pas que ici, je pense que justement, j'ai vu beaucoup d'interventions des plus âgés ou même de gens, hein, par rapport à ces phénomènes, comment dire, qui sont pas citoyens, y compris sur le problème écologique. Moi, ça m'est arrivé de ramasser des mégots de manière ostentatoire derrière un fumeur. Il me regardait, et il y a peu de questions, et les gens, en fait, sont contents. Moi, je ramasse, hein, quand je vois un truc dans la rue, Oui, c'est une bonne et il y a un façon truc là, de réagir, en fait, hein, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a un truc aussi pour finir, c'est que en Russie, ils ont, ça va faire rire tout le monde, hein, la culture de la poubelle. C'est-à-dire qu'il y en a partout, Ah mais ouais? vraiment partout. À un tel point que j'ai pris des centaines de photos de poubelles parce que c'était très drôle, parce que ces poubelles, à l'époque, alors maintenant elles sont beaucoup plus, comment dire, étatisées, mais à l'époque c'était le quartier qui faisait ces poubelles. Alors elles étaient toutes différentes, elles ressemblaient à des RD2, des petits robots, etc. C'était très drôle. Et j'en ai pris beaucoup, beaucoup en photo au point d'en faire des albums entiers. Et il y en a vraiment partout et ils ont tout un petit personnel de balayeurs, etc., qui est extrêmement développé, extrêmement nombreux et qui compense quelque part bah, justement ceux qui sont peu citoyens et qui n'ont pas cette culture civique. Donc quelque part, d'un autre côté, ils compensent ici. Donc c'est très ressemblant comme aux Philippines et puis c'est une autre façon de faire aussi un peu. D'accord. Alors, je vais essayer que la vidéo soit moins longue que la précédente, hein. On a dépassé 1 heure. C'était la vidéo la plus longue de ma chaîne. Bon, il y a eu quand même des centaines de vues, mais c'est vrai que c'est clair que la longueur est un frein pour beaucoup. Donc, je voudrais poser une bonne grosse dernière question pour terminer là-dessus, qui concerne plutôt les touristes. Alors, ben, je te laisse dire tout ce que tu as envie sur le tourisme en Russie, évidemment, mais disons qu'il y a quelques points que je voudrais demander. Est-ce qu'il est possible en Russie de voyager autrement que, disons, en prenant une agence de voyage ou en faisant des réservations dans des bons gros hôtels? Ça, j'ai bien compris que dans les villes russes, on trouve des bons hôtels de bonne qualité, on paye le prix, on a le service qu'il faut. Est-ce que, peut-être pas nécessairement prendre un sac à dos et faire de l'autostop, mais est-ce qu'il y a moyen de voyager de façon un peu moins chère en Russie, de se débrouiller? Ou est-ce que c'est mal perçu? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est interdit?
Et bah, on va commencer avec ça peut-être, on verra si on va pas dépasser le temps rien qu'avec cette question. Alors, tu le savais pas, mais je suis toujours guide touristique et j'ai fondé une petite entreprise en 2017. Et bon, j'ai très peu de clients maintenant, que m'envoie d'ailleurs Alexandre et puis aussi Tomasovic. Donc, je connais très bien. Et moi, en fait, je suis guide pour des particuliers, donc des gens D'accord. qui viennent tout seuls. Un couple avec des enfants, etc. Donc, déjà, oui, c'est possible, il n'est pas interdit, tout le monde peut venir en Russie. J'ai vu pas mal de gens qui sont venus en voiture, en moto, notamment, je me souviens d'un motard qui est venu de Norvège, Ah ouais. qui habite là-bas et qui a traversé toute la Russie. Tout ça est possible. Il y a toutes sortes d'établissements. J'ai eu des clients qui étaient dans des auberges de jeunesse. Alors, évidemment, c'est le confort, c'est 7-8 euros la nuit. Et puis, on est en dortoir, etc. Puis, il y a les hôtels beaucoup plus. Mais les hôtels sont quand même bon marché, même pour un niveau de, comment dire, de service assez important. Et oui, oui, bien sûr que c'est possible. Évidemment, les barrages principaux restent, évidemment, ceux de la langue, qui est le barrage principal, à mon avis. Mais sinon, celui qui prend un visa, prend un billet d'avion, fait sa réservation, par Internet, peut venir en Russie librement. Et puis après, il se débrouille. S'il est débrouillard, il n'y a aucun problème. Et j'en ai croisé. Moi, j'ai guidé beaucoup de gens qui sont venus par leurs propres moyens. Bien sûr, ils m'avaient comme sécurité, hein, mais c'était pas. Moi, j'étais plus. Moi, je fais ce que j'appelle le format à la grande journée. Donc, ils montent 12 heures en phase 2 s'ils veulent, hein. D'accord. Donc, toute la journée. Mais je sais que certains sont venus par leurs propres moyens. J'en ai accueilli un il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jo, et qui est venu par la Géorgie, qui a traversé toute la Russie. Alors, il parle un peu russe. Mais il a traversé toute la Russie avec les trains, les autobus et tout ça, par les petits moyens. Et il vivait justement dans une de ces auberges de jeunesse. Donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de risque. Il y a des régions, bien sûr, où sur la langue, ça peut être dangereux. Je dis pas que par rapport à une criminalité ou que la Russie serait dangereuse, mais comme dans tous les pays, évidemment, une personne isolée, on comprend qu'il n'est pas d'ici, qu'il parle pas la langue, il peut être évidemment la cible de gens malveillants comme partout, hein. Donc, mais bon, la plupart des touristes, ils viennent pour voir Moscou et Saint-Pétersbourg, peut-être le sud, et donc là, il n'y a aucun problème. La sécurité est maximale dans ces villes. Mais bon, faut faire un peu attention. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais vu de pickpocket. Je sais que ça existe, mais le niveau de sécurité est quand même bien plus important que chez nous. Ça, c'est très intéressant. Et alors, je voulais aussi demander au niveau pratique, je ne sais pas s'il y a des restes, je dirais, de l'Union soviétique qui peuvent un petit peu compliquer les choses. J'ai été récemment en Géorgie et ça a été toute une histoire rien que pour avoir une carte de bus à Batumi. Et en fait, sans la carte, on ne peut pas prendre le bus puisqu'on n'a pas d'autre moyen de paiement. Et il y avait un seul endroit qu'il fournissait en ville, donc il a fallu que j'aille au centre-ville. Et la personne qui était là ne parlait que géorgien, peut-être russe, mais pas anglais ou français. Et en plus, comme elle avait gardé cet esprit un peu communiste que j'ai vu dans certains pays, j'ai pas été en Russie, mais j'étais dans des pays de l'Est à l'époque où ça venait de sortir du communisme, on s'est encore un peu dedans, Roumanie, Pologne, etc. Et c'était du genre, la machine est là pour avoir la carte, d'accord. Et c'était en géorgien, et ça marche comment? Bah, vous n'avez qu'à le savoir. Ah, c'est sympa. Bon, finalement, il y a quelqu'un qui m'a aidé en autre utilisateur, quoi. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment pas toute la Géorgie, hein, je suis pas en train de critiquer toute la Géorgie, mais que certaines choses étaient encore vraiment restées très communistes et que c'est compliqué quand on voyage. Bon, là, j'étais pas pressé parce que je suis resté 2 semaines à Batumi, donc j'étais pas à quelques heures près. Mais quand on voyage dans un certain rythme, est-ce que ce genre de choses peut vraiment être gênante ou est-ce que ça va en Russie? Il faut différencier les grandes villes, dont Moscou, évidemment. J'ai l'habitude de dire que Paris, c'est Paris, Moscou, c'est Moscou, et puis la Russie et la France sont autre chose. Alors, Moscou, c'est une ville très moderne, et puis aussi la plupart des grandes villes russes. Donc ici, les appareils sont en langue anglaise aussi. Donc ici, il n'y a aucun problème pour acheter, et puis il y a des abonnements de 24 heures, etc., d'un mois. Tout Ah ça oui, est très facile à faire. Donc l'aspect soviétique que j'ai connu, moi, en arrivant ici, c'était un peu plus compliqué, a disparu. ah oui. Maintenant, ça s'est beaucoup automatisé. Le seul problème, c'est évidemment les cartes bancaires, parce que là, c'est la faute de l'Occident. Donc avec une carte bancaire Visa, et ici, bon, je sais pas, ça pourrait être compliqué. Donc c'est un peu ça la difficulté, plus que finalement acheter une carte. Surtout quand à Moscou, par exemple, la carte Troïka, parce qu'elle s'appelle comme ça, elle te sert pour le métro, pour les bus, pour les tramways, pour les navettes fluviales, pour le téléphérique, enfin pour tous les transports.
Ah oui, c'est cool ça. Et que, et que si par exemple tu prends un bus provincial, enfin tu pars de Moscou et tu vas dans l'oblast, eh bien c'est ta carte bancaire voilà, qui sert pour payer. Et même avec ta carte bancaire, tu peux payer sur les bornes de Ah ouais. métro par exemple, ou même de bus. Donc même si tu n'as pas de carte, avec cette carte bancaire, ça paye. Tu payes le prix fort, mais tu payes ton transport sans aucun problème, juste en passant ta carte. Mais une carte occidentale ne marchera pas. Et ça, ne connaissant pas le cas, n'ayant pas de carte, moi, il faudrait se renseigner, mais bon, je pense que ça fonctionne quand même. Ça doit dépendre des banques parce que j'ai guidé des clients qui utilisaient leur carte. Certains ont créé ici des comptes. Ça, c'est beaucoup plus facile. Et c'est Bien possible sûr, il comme faut une étranger, quand t'es aide. pas résident, tu peux ouvrir Oui, un bien sûr, compte. c'est très. Ah ouais. C'est une procédure. Il faut créer un numéro SNILS pour avoir un téléphone. Bon, c'est quand même un peu. Là, il faut de l'aide. Là, on peut D'accord. pas le faire tout seul, je pense. Ou alors, il faut parler russe. Et avec ce numéro, on peut avoir un numéro de téléphone, c'est très rapide. On fait ça dans Moscou, il y a plusieurs établissements. Et à la banque, eh bien, la création d'un compte, c'est extrêmement rapide. Alors ça se fait en un quart d'heure Ah ouais. avec un passe. Ah oui, tu as ta carte tout de suite. Même quand je dis un quart d'heure, c'est peut-être moins. Il faut ton passeport avec ton visa, ton enregistrement que tu as donné de ton hôtel. Tout se fait extrêmement rapidement et dans le quart d'heure, tu as ton compte et ton argent dessus. Ah ouais, ça c'est intéressant, ouais. Ok, bah peut-être si tu continues à guider des voyages, un de ces quatre, on pourrait aussi faire une vidéo avec un projet. J'aimerais bien venir en Russie. Et si je trouve quelques personnes pour m'accompagner, on pourrait faire un premier voyage ensemble, qui sait. Euh, Ce Ça, ça- serait pas pour ça cette serait. année, hein, mais parce que là maintenant je vais aller à Madagascar, donc c'est pas vraiment la direction. Mais bon, l'année prochaine, on pourrait en parler, ça pourrait être amusant. Moi, j'ai ça en tête. J'ai failli, hein, quand j'étais en Géorgie, il y avait des vols pour aller à Sochi à 50 balles. J'ai failli le faire. Et bon, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu. Mais ça avait pas l'air compliqué d'avoir le visa en ligne, en mode visa qu'on Non, obtenait non. en ligne. C'était, Mhm. c'était cool, quoi. Oui, oui, les visas donc électroniques sont, voilà, c'est efficace. Tout ça a été mis en place justement autour de la Coupe du Monde et après. Tout ça est très rapide à faire. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je recommande, il faut venir parce que ce pays va vous mettre une claque. C'est le cas de le dire. Ah, Va vous mais j'en mettre doute une pas une claque et seconde. va. J'en doute pas, j'ai vraiment envie va- d'y aller. Mais tu as parlé plusieurs fois de la barrière de la langue, je le sais bien. J'ai commencé à apprendre le russe sur Duolingo, alors c'est pas comme ça que je vais parler couramment, hein. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que maintenant je lis. Donc déjà, j'imagine, je serai en Russie, il y aura des panneaux de circulation, ben, au moins je peux lire. Et facilement, je veux C'est dire. ça. Avant, je connaissais déjà, j'ai chiffré un peu, j'étais en Bulgarie. Le cyrillique m'était pas inconnu, mais là, c'est naturel, quoi. Donc ça, je pense que c'est un avantage. Et puis le jour où je voudrais apprendre le russe, ben, c'est déjà en pas en avant qui est fait. Et c'est vrai que si je viens, bah, j'intensifierai mon étude, hein. Pas pour parler couramment, c'est trop compliqué. Toutes les déclinaisons et tout, j'y arriverai jamais. Mais au moins pour avoir quelques phrases de base et comprendre un peu la réponse. Ouais, ça a l'air faisable, hein. Mm. Mais juste pour finir le sujet, Ouais. quand je suis arrivé que je parlais pas trop le russe ou pas bien, enfin les débuts, j'ai toujours été impressionné par le nombre de gens qui ont voulu m'aider dans le métro, qui comprenaient que j'étais étranger. J'avais un plan, parce que c'était l'époque du plan encore, hein. Bah oui, oui, en C'était papier, en ouais. 2000, c'était en 2010, hein. Maintenant tout ça, évidemment, voilà. Et donc qui comprenaient que j'étais étranger et qui commençaient à me parler toutes les langues qu'ils connaissaient pour tenter de se faire comprendre, pour m'aider. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ça m'avait toujours surpris dans une ville aussi grande où on peut s'imaginer que c'est peut-être comme Paris, où les gens s'en foutent, etc. Non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus à mon aide, même quand j'en ai pas besoin. Parce que je regardais mon plan, moi, j'étais pas perdu, mais qui s'imaginaient que je pouvais l'être et qui venaient là pour essayer de m'aider. Donc ici, oui, c'est quand même une culture totalement différente. Bien sûr, il faut séparer Moscou des différentes provinces. Et puis, il y a tous ces peuples avec toutes leurs spécificités, évidemment. Venez, c'est voir la Russie. De toute façon, ne faites pas que Moscou. Tentez de faire un petit tour. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. C'est un pays qui des fois biscornu, où les choses paraissent pas en ordre, où il y a le meilleur, le plus technologique et le plus archaïque, une vieille gigouli, Lada qui circule, etc.
quelque chose qui sort des âges, enfin qui paraît sortir de la préhistoire de l'automobile ou voilà. Mais alors ça, c'est la province. Mais j'adore parce que c'est un pays qui est, comment dire, authentique encore. Alors, je vais terminer quand même une toute dernière question. Je sais qu'on dépasse déjà le temps que j'avais pensé. Mais moi, bon, tu le sais, je suis ornithologue, je prends des photos d'oiseaux. Comment est-ce que, de façon générale, et peut-être encore une fois distinguer les parcs de Moscou et la campagne, comment les Russes percevraient une personne ou un petit groupe de personnes avec des appareils, avec des téléobjectifs parfois assez conséquents pour prendre des oiseaux? Est-ce qu'ils sont du genre à s'arrêter, à savoir ce qui se passe, à appeler la police parce qu'ils s'inquiètent ou à ignorer ou autre chose? Aucun problème. D'ailleurs, quelque chose que tu ne sais pas, mais dans Moscou, il y a des forêts qui rentrent, j'en ai déjà parlé, je crois, des forêts qui rentrent dans la ville. Il y a des forêts dans la ville. Il y a vraiment un héritage de l'Union soviétique où ils ont préservé tous ces espaces. Et donc, on a énormément d'animaux sauvages et beaucoup d'oiseaux et donc qui vivent ici. Tu serais très étonné et il y a beaucoup, dans certains parcs, à Moscou, je crois qu'il y a plus de 200 espèces, sauvages qui vivent, dans la ville, dans ces parcs et cetera et beaucoup d'oiseaux et quand tu vas dans certains parcs, tu as tous les oiseaux qui sont référencés. Tu as une petite fiche, avec Ah ouais, tel oiseau, tu les vois. Oui, 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 des écureuils, et cetera, qui sont d'ailleurs assez curieux des hommes et qui, comme ils les côtoient, ils viennent très très proches pour se faire nourrir aussi de temps en temps. Donc c'est très étonnant. Donc ici, non, non, si tu viens pour photographier des oiseaux, d'ailleurs, tout le monde maintenant a des téléphones, prend des photos. C'est une ville aussi touristique. Je parle de Moscou. Bon, bien sûr, si tu te balades à côté d'une base militaire ah avec un ouais, non. téléphone et un appareil photo, Oui, c'est pas en etc. téléphone, hein, Là, c'est un téléobjectif. Euh, voilà. mais moi, j'ai vu enfin, pour avoir guidé beaucoup de touristes, beaucoup d'entre eux ont des appareils photo, notamment il y a beaucoup de Chinois qui viennent ici. Et non, non, il y a aucun problème de ce côté-là, hein. Il faudrait vraiment que tu t'approches de lieux stratégiques, évidemment, ou avec le pays en guerre, ou même pas en guerre, c'est par ailleurs, bah, tu serais une menace, enfin, tu serais perçu comme c'est comme une menace. Mais moi, j'ai pas senti ça du tout, bien au contraire, surtout pas ici. Sur le front, c'est autre chose, mais ici, Oui, non, bon, non, bien. je vais pas aller dans le Donbass faire des photos d'oiseaux maintenant, c'est pas vraiment le moment Ah, approprié. Je suis pas da. complètement fou. Ok, bah écoute, je pense qu'il y avait potentiellement encore plein de choses à dire, mais c'est déjà très intéressant tout ce que tu nous as expliqué. Donc un très très grand merci pour cette deuxième vidéo. Et bah, j'espère qu'on pourra continuer à échanger sur Telegram et alors discuter de certains sujets, notamment bien sûr sur le conflit, etc. Certainement, tu as encore plein de choses à nous apprendre. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu nous as déjà expliqué là. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant et bien complémentaire avec la vidéo que j'ai fait avec le Frussien sur, bah, tu sais, l'administration. On a parlé de toutes sortes de choses. On avait déjà parlé du wokisme, donc je savais, ça c'était déjà réglé. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo, pour cette interview. Merci Valérie de l'invitation. À très bientôt. Ça sera avec toujours avec plaisir de vous raconter cette Russie fantastique.